Il y a quelque chose d'étrangement oppressant dans cette époque où l'on ne semble exister qu'à condition d'être vu. Comme si, sans une image postée, sans une story publiée, notre vie n'avait pas eu lieu. Ce besoin d'exposer, d'enregistrer, de montrer, n'est pas une simple coquetterie moderne. C'est devenu une forme de survie psychique. Dans un monde saturé d'images, ne pas apparaître, c'est risquer l'effacement. C'est comme crier dans une pièce vide. Qui suis-je si personne ne me regarde? Derrière le geste banal de publier une photo se cache souvent une angoisse plus profonde, celle d'être oublié, ignoré, invisible. Nous ne cherchons pas seulement des likes, nous cherchons une preuve. Je suis là, je compte, je vaux quelque chose. Jung dirait que ce besoin d'être vu touche l'ego dans sa quête de reconnaissance. Mais quand cette quête devient obsessionnelle, l'image que nous donnons au monde se fige. Et ce miroir numérique commence à dicter qui nous devons être. Ce n'est pas la visibilité qui nous détruit, c'est la dépendance à cette visibilité. Quand chaque publication devient un test d'approbation, quand le regard des autres remplace notre propre regard intérieur. Ceux qui ressentent cette fatigue, cette saturation du regard, ne sont pas faibles, ils sont lucides. Car il faut un certain degré de conscience pour comprendre que le vrai soi ne se trouve pas dans une galerie de photos. Et pourtant, résister à ce système exige du courage. Car dans un monde qui crie « montre-toi », choisir le retrait, c'est déjà une rébellion. Un premier pas vers une autre forme d'existence, plus silencieuse, mais peut-être plus vraie. Il fut un temps où l'image était un souvenir, un instant capturé pour soi, pour quelques proches, pour la mémoire. Aujourd'hui, elle est devenue un argument d'existence, un curriculum affectif, une monnaie d'échange symbolique. Sur les réseaux sociaux, le visage est un logo, le corps un CV silencieux. Chaque détail, sourire, décor, lumière, est calculé pour dire « voici qui je suis ». Mais est-ce vrai? Quand tout devient image, la frontière entre l'être et le paraître s'effondre. Et ce que nous montrons finit par devenir plus réel que ce que nous sommes. Ce n'est plus « je vis donc je publie », mais « je publie donc je suis ». Pour Jung, l'image sociale appartient à la persona, ce masque que nous portons pour nous adapter au monde. Mais dans le monde digital, la persona ne tombe jamais. Elle devient permanente, visible 24h/24, soumise au jugement instantané. Peu à peu, un glissement s'opère. Ce que je montre devient plus important que ce que je ressens. Ce que les autres voient façonne ce que je crois être. Et l'absence d'attention me plonge dans un vide existentiel. Il y a dans cette dynamique une forme d'aliénation douce, une perte subtile de notre intériorité, troquée contre l'image idéale de nous-mêmes. Et plus cette image plaît, plus il devient difficile de s'en détacher, car l'image flatte, elle rassure, elle attire, mais elle emprisonne aussi. Elle crée une version de nous figée, figée dans le temps, dans le regard, dans l'attente. Et voilà comment, sans bruit, l'identité devient spectacle, et l'authenticité, un risque. Dans ce théâtre numérique, rares sont ceux qui osent baisser le rideau. Mais certains le font. Et dans ce geste, il y a une puissance, un retour à soi, un refus de se laisser réduire à un reflet. Ne pas publier de photos aujourd'hui, c'est presque suspect. Comme si le silence visuel cachait une anomalie, une absence, un manque. Mais il existe un choix profondément lucide, souvent mal interprété, celui de ne pas apparaître. Ce choix n'est pas forcément lié à la timidité. Ce n'est pas non plus un rejet systématique de la technologie. C'est, chez certaines personnes, une décision intérieure, un geste de réappropriation, un acte presque spirituel. Ceux qui arrêtent de s'exposer le font souvent après une période de saturation. Ils ont goûté à l'ivresse de l'image, à la reconnaissance facile, au plaisir éphémère d'être validés. Mais quelque chose en eux s'est brisé. Un déclic, un vertige. Ils ont vu le décalage entre ce qu'ils montraient et ce qu'ils vivaient vraiment. Alors ils choisissent le retrait, non pas comme une fuite, mais comme un retour à l'invisible, à l'intime, à l'indicible. Pour Jung, cette démarche ressemble à un retrait du moi hors du théâtre collectif. L'individu cesse de chercher sa valeur dans le regard extérieur. Il commence à écouter une autre voix, plus lente, plus discrète, mais terriblement sincère.
Ne pas apparaître devient alors un langage, une manière de dire « je ne veux plus être consommé, je ne veux plus être évalué, liké, comparé, je ne suis pas une vitrine, je suis un être en transformation. Il faut du courage pour cela. » Car dans une époque où tout le monde crie pour exister, se taire, c'est prendre un risque. Celui de devenir invisible, oui, mais aussi celui de redevenir réel. Refuser de publier, ce n'est pas s'effacer. C'est parfois s'élever, sortir du flux et retrouver dans l'ombre une forme de clarté. Dans un monde saturé de présence numérique, l'absence devient un cri muet, un vide qui parle, un silence qui dérange. Ne rien publier, ne pas se montrer, ne pas commenter, ce n'est pas un oubli. C'est une posture, une position existentielle. Car dans l'univers digital, l'absence n'est jamais neutre. Elle interroge, elle trouble, elle résiste. Ceux qui choisissent de disparaître des réseaux ou d'y rester sans jamais s'exposer adoptent une forme de langage invisible. Ils disent, sans dire, « je ne joue plus, je ne cours plus après l'attention, je refuse les règles implicites de ce théâtre quotidien. » Jung écrivait que l'âme ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, elle se manifeste par retrait, par refus. Et dans cette absence, il y a un contenu, un message plus fort que 1000 images. L'absence devient alors un espace, un interstice dans le bruit constant, un rappel que l'être profond ne se mesure pas en pixels. C'est aussi une manière de protéger ce qui est sacré, de garder pour soi ce qui ne supporte pas la lumière crue de l'exposition, la douleur encore vivante, la joie fragile, la transformation en cours, tout ce qui exige lenteur et solitude. Mais cette absence peut être mal reçue. Elle dérange ceux qui ont besoin de tout voir, tout comprendre, tout commenter, car le silence confronte à soi-même. Il renvoie à ce qu'on ne veut pas entendre, l'inconnu, le mystère, le manque de contrôle. Et pourtant, ceux qui maîtrisent ce langage de l'absence ne disparaissent pas vraiment. Ils deviennent opaques, profonds, indéchiffrables, non pas pour fuir, mais pour exister autrement. Car parfois, ne pas se montrer, c'est affirmer sa présence avec encore plus de force. Il arrive un moment, souvent silencieux, où quelque chose se fissure. Un geste banal, choisir une photo à publier, devient soudain inconfortable. On hésite, on ressent une gêne. Une voix intérieure murmure « Pourquoi fais-tu ça? Pour qui ?» Ce moment-là, si on l'écoute, peut marquer un tournant. Non spectaculaire, mais profond. C'est le début de la rupture intérieure. Ce n'est pas que l'on rejette la technologie, ni même l'envie de partager. C'est juste que l'image que l'on donne au monde ne nous ressemble plus. Ou peut-être ne nous a jamais vraiment ressemblé. À force de se voir à travers les yeux des autres, on s'est éloigné de soi. Et un jour, le miroir renvoie une image vide. Un personnage, une construction, une façade. Jung dirait que l'ego commence à s'épuiser dans son jeu de rôle. Il pressent qu'il n'est qu'un masque et que le vrai soi, le soi profond, attend ailleurs, dans l'ombre, dans le silence, dans ce qui n'est pas encore nommé. Alors commence une lutte intérieure, entre l'envie de continuer à plaire, à paraître, à être validé, et le besoin de vérité, d'alignement, de silence. Ce moment peut être angoissant, car il implique une perte. Perdre un rôle, une image, un personnage que l'on a construit pendant des années. Mais cette perte est aussi une libération. Elle ouvre une brèche, un passage, un seuil. Beaucoup l'ignorent, d'autres tentent de le nier. Mais ceux qui l'acceptent, qui choisissent de ne plus alimenter le miroir, commencent un chemin différent, plus intérieur, plus lent, plus incertain, peut-être, mais infiniment plus vivant. Car briser le miroir, ce n'est pas disparaître, c'est refuser de se réduire à un reflet. Et c'est peut-être là que commence enfin la vraie rencontre avec soi-même. Quand on commence à s'exposer, cela semble inoffensif. On partage un moment, un sourire, un voyage. Mais peu à peu, sans qu'on s'en rende compte, un rôle s'installe. Les gens réagissent. Ils aiment certaines versions de nous. Ils en ignorent d'autres. Et subtilement, nous apprenons à filtrer, à lisser, à corriger, à devenir ce que l'on attend de nous. C'est ainsi que naît la prison de la performance. Ce n'est plus moi qui choisis ce que je montre, c'est mon personnage social qui exige d'être nourri. Et ce personnage, une fois établi, devient un piège.
On craint de le contredire, de le troubler, de le décevoir. On se surprend à penser, est-ce que cette photo est moi? Est-ce qu'elle va plaire? Mais à force de se conformer à cette version idéalisée de soi, on s'épuise. On vit en représentation. On s'observe sans cesse, comme depuis l'extérieur. Et au fond, on ne se sent plus habiter sa propre vie. Pour Jung, cette tension entre la persona et le soi crée une dissonance profonde. La persona, indispensable pour vivre en société, devient toxique lorsqu'elle étouffe la spontanéité, la vulnérabilité, la complexité de l'âme humaine. Il ne s'agit pas de dire que toute exposition est mauvaise, mais lorsque l'on ne peut plus être soi sans le regard d'autrui, lorsque l'on a peur d'évoluer, de changer, de choquer ceux qui s'attendent à quelque chose, alors on est pris, captif d'une image. Ce piège est d'autant plus cruel qu'il est souvent invisible. On reçoit de l'approbation, de l'affection, parfois même de l'admiration, mais derrière il y a une fatigue sourde, un manque de vérité. Sortir de cette prison demande une rupture, accepter d'être moins cohérent, moins parfait, moins présentable. Oser le paradoxe, le silence, la transformation. Car exister vraiment, c'est changer. Et changer, c'est prendre le risque de perdre ceux qui ne suivaient que notre masque. Mais c'est aussi retrouver un espace intérieur. Celui où l'on respire à nouveau, où l'on ne joue plus, et où l'on commence à vivre autrement, plus vrai, plus libre. Dans l'ombre des réseaux sociaux, il y a une mécanique invisible, implacable, l'économie de l'attention. Tout y est conçu pour capter, retenir, aspirer nos secondes, nos regards, notre énergie mentale. Et au cœur de cette mécanique, il y a nous, des êtres humains en quête de liens, de reconnaissance, de sens. Chaque fois que nous publions, nous entrons dans un système de mesure. Combien de likes? Combien de vues? Qui a réagi? Qui est resté silencieux? Et, souvent sans le vouloir, nous devenons dépendants de ces retours. Au début, c'est excitant, mais rapidement, cela devient épuisant. Car ce n'est pas seulement notre image que nous offrons, c'est notre disponibilité mentale, notre vulnérabilité émotionnelle, notre concentration. Nous sommes constamment connectés, partagés entre la vie réelle et cette vie parallèle, plus bruyante, plus rapide, plus exigeante. Peu à peu, l'esprit s'encombre, la pensée s'agite, le silence devient inconfortable, et cette hyperstimulation permanente engendre un mal diffus mais profond, le brouillard psychique. Jung, s'il vivait aujourd'hui, parlerait peut-être d'un épuisement de l'âme, une saturation intérieure causée par le trop-plein d'images, de comparaisons, de sollicitations extérieures. Nous ne trouvons plus le chemin vers nous-mêmes, car il est sans cesse interrompu par des alertes, des notifications, des besoins artificiels. Cet épuisement se manifeste de 1000 manières: fatigue chronique, perte de concentration, irritabilité, sentiment d'inadéquation, et surtout une perte de présence réelle à soi et aux autres. On est là, mais ailleurs. On vit, mais en veille. Rompre avec ce cycle n'est pas facile. Cela demande un effort conscient, presque contre nature dans ce monde numérique. Mais c'est une question de santé mentale et, plus encore, de santé existentielle. Se retirer, même partiellement, ce n'est pas renoncer au monde. C'est choisir à quoi l'on veut vraiment offrir sa présence. C'est réorienter l'attention, non plus vers le regard des autres, mais vers le centre vivant en soi. Et dans ce recentrage, il y a un calme, une force, et peut-être, enfin, un début de repos véritable. Disparaître. Quel mot étrange, presque tabou, dans une époque obsédée par la visibilité. Et pourtant, certaines personnes choisissent délibérément ce geste. Elles ne disparaissent pas par faiblesse, ni par peur. Elles disparaissent par lucidité. Il y a des silences qui ne sont pas une fuite, mais un refus. Un refus d'être consommé, classé, réduit. Un refus d'alimenter un système qui transforme l'être en produit, l'intime en contenu et la présence en performance. Disparaître dans ce contexte devient un acte de résistance intérieure, un retour au territoire sacré de soi. Une manière de dire « je ne veux plus être défini par ce que je montre ». Ce geste, bien que silencieux, est souvent précédé d'une grande traversée intérieure, une fatigue, un vide, une sensation de déconnexion profonde. Puis un jour, vient ce moment simple mais décisif.
Je ferme l'application. Je n'ai plus envie de partager. Je me retire. Pour Jung, le retrait du monde extérieur peut être le signe d'un processus d'individuation, un mouvement où l'individu cesse de se définir par l'extérieur et commence à se construire de l'intérieur. Ce n'est pas une régression, mais une maturation. Disparaître devient alors une protection psychique, un acte de soin. On s'éloigne du bruit pour entendre enfin ce qui murmure au fond. Et ce geste n'est pas toujours compris. Il peut susciter l'incompréhension, l'inquiétude, parfois même la critique. Car dans une société régie par l'algorithme, le silence est suspect. Il échappe aux normes. Il trouble les repères. Mais c'est justement là que réside sa puissance, dans cette capacité à créer une zone vide, hors du flux, hors du contrôle. Un espace où l'on cesse d'être un objet pour redevenir un mystère vivant. Disparaître, ce n'est pas s'éteindre. C'est choisir la profondeur plutôt que la surface, l'essentiel plutôt que le spectacle. Et c'est, dans ce monde surexposé, un des gestes les plus courageux qui soignent. Il y a quelque chose de profondément subversif dans le silence. Non pas le silence passif, résigné, mais celui que l'on choisit, celui qui dit « je ne participe plus », celui que l'algorithme ne peut pas lire, classer ni rentabiliser. Dans l'univers numérique, tout se mesure. Like, commentaire, partage, temps de visionnage. Ce système repose sur une logique simple. Ce qui ne génère pas d'interaction n'existe pas. Mais alors, que devient celui ou celle qui se tait? Qui ne publie plus? Qui ne joue plus le jeu? Il devient une anomalie, un point aveugle dans la matrice, une présence qui dérange, justement parce qu'elle échappe à la visibilité. Le silence n'est pas une absence, c'est une forme d'expression radicale. Un langage que la technologie ne sait pas interpréter. Et pour l'être humain aussi, ce silence peut être déstabilisant. Il nous confronte à notre vide intérieur, à nos dépendances, à notre besoin d'exister dans les yeux des autres. Il nous demande « Qui es-tu sans écho? Qui es-tu sans trace visible ?» Pour Jung, le retrait et le silence peuvent ouvrir la voie vers le soi, vers une conscience plus profonde de ce que nous sommes, au-delà du masque social. Mais ce chemin est solitaire, parfois inconfortable. Il n'y a pas de validation extérieure. Rien pour nous rassurer, sauf une chose, la sensation d'être enfin aligné avec soi-même. Dans une société qui valorise le bruit, l'activité, la mise en scène constante, choisir le silence, c'est briser un pacte tacite. C'est reprendre le pouvoir. Refuser d'être une donnée. Refuser que notre valeur dépende d'un taux d'engagement. Le silence est insaisissable. Et c'est précisément cela qui en fait une force, un acte de souveraineté, une manière d'exister non pas dans le regard de tous, mais dans la profondeur d'un regard que l'on pose enfin sur soi. Et si l'expérience la plus intime, la plus authentique, était celle que l'on ne partage pas, et si la vraie liberté résidait dans ces moments vécus sans public, sans preuve, sans trace, dans un monde obsédé par le récit où chaque geste devient une histoire à raconter, vivre sans témoin est presque devenu un acte invisible. Mais c'est précisément dans cette invisibilité que naît une forme de vérité nue. Il y a des instants trop fragiles, trop sacrés, pour être exposés. Un silence au lever du jour, un regard qu'on garde pour soi, une émotion qui traverse le corps sans passer par l'image. Nous avons appris à valider notre existence à travers les autres, à croire qu'un moment n'a de valeur que s'il est vu, commenté, reconnu. Mais cela nous vole quelque chose, l'intensité directe de vivre sans filtre. Jung parlait de l'individuation comme d'un chemin vers l'unicité intérieure, un processus qui ne se fait pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre fertile de la solitude, là où l'on n'a plus besoin de jouer un rôle, ni de chercher l'approbation. Vivre sans témoin, ce n'est pas vivre caché, c'est vivre libéré du besoin de performance. C'est goûter à la simplicité du réel, sans avoir à le transformer en contenu. C'est aussi retrouver un autre rapport au temps, un temps lent, habité, non mesuré par la réactivité, mais par la présence. Un temps qui ne cherche pas à capturer, mais à ressentir. Ceux qui s'autorisent à vivre ainsi redécouvrent quelque chose d'essentiel, le plaisir de ne rien devoir prouver, la douceur de ne pas être vu, et la puissance tranquille d'exister en dehors du regard. Car c'est souvent dans ce qui ne se montre pas que l'âme respire le mieux.
Il existe des disparitions qui ne sont pas des fuites, mais des renaissances, des départs silencieux qui marquent le début d'un retour à l'essentiel. Disparaître, ce n'est pas s'éteindre. C'est mourir symboliquement à ce que l'on n'est plus. C'est laisser derrière soi un personnage, un rôle, une version de soi trop étroite, construite pour plaire, rassurer, appartenir. Il y a un moment, souvent discret mais décisif, où l'on sent que continuer à jouer ce rôle coûte trop cher, que l'image que l'on donne de soi est devenue une prison. Alors vient le retrait, non pas brutal, mais organique, un effacement progressif, naturel, une envie de silence, de vide, de lenteur. Pour Jung, ce type de mouvement correspond à une phase de transformation profonde, où l'ego accepte de perdre le contrôle pour laisser émerger quelque chose de plus vaste, le soi. C'est un processus intérieur, souvent invisible aux yeux des autres, mais bouleversant de l'intérieur. Disparaître devient alors un rituel, un passage, un espace entre deux mondes. On n'est plus tout à fait l'ancien soi, mais pas encore le nouveau. Durant cette traversée, beaucoup de choses tombent, les habitudes, les certitudes, les envies de reconnaissance. Et ce dépouillement, bien qu'inconfortable, ouvre un espace vierge. Dans cet espace, on redécouvre des sensations oubliées, le goût du silence, la beauté de l'ennui, la profondeur d'une pensée non interrompue. On commence à habiter sa propre présence autrement, non pas pour être vu, mais pour se sentir vivant. Ce retrait n'a pas besoin d'être permanent. Il peut être un cycle, un souffle, une respiration. Mais il transforme, car on en ressort changé, moins dépendant, moins dispersé, moins attaché aux apparences. Et parfois, c'est seulement après avoir disparu qu'on se rencontre vraiment, qu'on perçoit, derrière les couches de rôle et de masques, ce noyau intérieur, silencieux, stable, indestructible. Disparaître, dans ce sens, est un acte d'amour envers soi, un adieu à l'ancien pour faire place à une vie plus habitée, plus libre, plus vraie. C'est une question simple en apparence, mais vertigineuse dans sa profondeur. Qui suis-je quand personne ne me regarde, sans le miroir du téléphone, sans les réactions, sans les likes, les commentaires, les preuves de présence? Qui reste-t-il au centre de moi quand tout ce bruit s'éteint? Nous avons été façonnés, souvent inconsciemment, par le regard des autres. Parents, professeurs, amis, amants, puis plus tard le public invisible des réseaux, ce tribunal permanent où chaque geste est exposé, jugé, interprété. Mais dans l'intimité du silence, quand il n'y a plus d'observateurs, tombent les rôles, les attentes, les représentations. Et là, quelque chose d'autre peut émerger. Quelque chose de brut, d'indompté, de profondément vivant. Ce moi sans témoin n'est pas toujours confortable à rencontrer. Il est rempli de contradictions, d'ombres, de désirs inavoués. Il est parfois fragile, perdu, sans direction. Mais il est réel. Jung nous invite à ce face-à-face intérieur, à cette descente dans les couches les plus profondes de l'âme, non pour nous corriger, mais pour nous rencontrer tels que nous sommes, au-delà de la persona. La société valorise l'image, la clarté, la constance, mais l'âme, elle, vit de mouvements, de cycles, d'obscurité. Et dans cet espace intérieur non exposé, nous avons la possibilité de redevenir entiers. Se poser cette question, qui suis-je quand personne ne me regarde? C'est accepter de ne pas avoir de réponse immédiate. C'est entrer dans une quête, non pas vers une version parfaite de soi, mais vers une version plus habitée, plus honnête, plus libre. Cela demande du temps, du courage, du silence. Cela demande parfois de se retirer, de s'effacer, de laisser mourir les masques. Mais à travers cette mort symbolique, une autre vie peut naître, plus calme, plus enracinée, et surtout plus fidèle à ce que l'on sent profondément être. Alors, peut-être que le silence n'est pas un vide, mais une réponse lente, subtile, mais essentielle. La seule que l'algorithme ne comprendra jamais. Et si ce n'est pas à montrer, c'est peut-être justement parce que c'est sacré.